Je vais donner la parole maintenant à Daniel Lochac pour l'approche juridique. Daniel Lochac est professeur émérite de droit public à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Je rappelle qu'elle a été présidente du Justice, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme et qu'elle est très connue pour ses travaux sur le droit des étrangers, les politiques d'immigration, la discrimination. Donc je pense que nous allons avoir plaisir à étendre cette approche juridique. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors au départ, on avait dit approche juridique sémantique. Et finalement, on s'est mis d'accord sur la question des mots et du droit. Donc en fait, je vais procéder en deux temps, tout bêtement. Dans un premier temps, je vais essayer de faire l'inventaire des textes de droit positif, c'est-à-dire français ou internationaux, où le terme race ou origine raciale figure. Et puis ensuite, je pense qu'on ne peut pas éviter d'évoquer la controverse aujourd'hui sur l'opportunité de supprimer le mot race, soit de la Constitution, soit de la loi, etc. Alors, je dirais juste que historiquement, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'à l'époque de la colonisation, où la distinction entre Européens et indigènes, entérinée par le droit, est le moteur finalement de tout ce qui s'y fait et qui renvoie à une division implicite du genre humain entre des groupes humains en race, comme on l'a d'ailleurs rappelé, que le racisme en plus il trouve un contexte très favorable à son développement, et bien curieusement, dans les textes qui régissent les colonies, on ne trouve pas le mot race, avec quand même une exception qui m'a été révélée, enfin tardivement, il y a maintenant plusieurs années, par le livre de Emmanuel Saada sur les enfants de la colonie, et c'est sa thèse de doctorat, les métis de l'Empire français. Et en fait, elle montre qu'il y a un décret de 1928 qui détermine le statut des métis nés de parents légalement inconnus en Indochine. En fait, ce sont donc des Français qui ont eu des jeunes indigènes, je dirais, qui ont eu des enfants avec des Français. Et ce décret va donc ouvrir les portes de la citoyenneté française à ces enfants de mères indigènes et de pères inconnus, présumés de race française. Donc là, c'est la race française. Voilà. Mais à part ça, il faut attendre 1939 et le décret Marchandeau pour que le mot race arrive dans la législation française. Et ce décret-loi Marchandeau, vous le connaissez sans doute, il réprime la diffamation commise par voie de presse envers un groupe de personnes appartenant par leur origine à une race ou une religion déterminée, dans le but d'exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants. Et il s'agit bien ici de réprimer le discours de haine. Ce décret-loi Marchandeau, qui d'ailleurs pour des tas de raisons ne pouvait pas vraiment avoir d'efficacité, il a été abrogé par Vichy immédiatement. Et c'est Vichy qui, édictant le statut des Juifs, va définir le Juif comme l'individu appartenant à la race juive. Et comme l'a fait remarquer Nicole, pour revenir à la race, ici on en est quand même revenu à la religion, ce qui prouve qu'il y avait quand même un petit problème. Donc on se trouve ici, la race juive et l'alternative race aryenne font leur entrée dans le droit et deviennent une véritable catégorie juridique, puisque la race fait partie de l'état des personnes. Là s'arrête l'utilisation, si j'ose dire positive, mais donc vous l'avez compris négative, du mot race, puisque aujourd'hui, quand il est fait référence à la race, c'est exclusivement dans un contexte de prohibition des distinctions fondées sur la race et dans un contexte de répression de toutes les formes de discrimination raciale. Vous pouvez mettre tous les guillemets que vous voulez. Dont les textes qui, au lendemain de la guerre, au plan interne comme au plan international, qui vont donc prohiber les discriminations fondées sur la race, doivent s'interpréter comme une réaction contre le nazisme et les régimes qui, comme celui de Vichy, lui ont emboîté le pas. Le préambule de 1946
le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La Déclaration universelle des droits de l'homme qui proclame que chacun peut se prévaloir des droits qu'elle énonce sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de religion. Puis la Constitution de 58 qui rappelle que la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Les déclarations générales de l'après-guerre vont être complétées progressivement par des textes plus précis, celui qu'a cité Nicole sur la Convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui, elle, parle de discrimination fondée sur la race, virgule, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique. Et puis, c'est la loi de 1972 en France, la loi contre le racisme, qui va réprimer pénalement les comportements racistes, c'est-à-dire aussi bien les propos. C'est la loi de 1881 sur la presse, qui prohibe la diffamation, l'injure et la provocation à la haine lorsqu'elles sont dirigées contre des personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. C'est la même formulation qui figure dans le code pénal, toujours à la suite de la loi de 1972. On a fait remarquer que cette énumération n'est pas conceptuellement très logique, puisque l'origine, après tout, pourrait recouvrir l'ensemble des autres hypothèses. En même temps, ce qu'a fait ici le législateur est peut-être assez intelligent, puisque, d'abord, ça reflète l'impossibilité de définir de façon rigoureuse le racisme, hein, qui peut être fondé sur beaucoup de raisons, et je le dis ici, en France, la discrimination fondée sur la religion fait partie de la discrimination raciale, alors que dans les textes européens, eh bien non, la discrimination religieuse, elle est prohibée aussi, mais dans un autre texte. Et en fait, d'un point de vue pratique, ce choix a été assez efficace, d'autant que les incriminations du code pénal sont d'interprétation stricte, et donc ça a permis, par exemple, de punir quand même un employeur qui dit à quelqu'un, je ne veux pas t'embaucher, et alors la personne dira, c'est parce que je suis arabe, et l'autre dira, ben non, c'est parce que tu es marocain, hein, ou parce que tu es musulman. Donc là, finalement, c'est assez pratique, ça a évité, si vous voulez, de donner une interprétation de ce qu'est la race. Alors, c'est plus tout à fait la même chose avec la loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés, qui, elle, interdit de mettre en mémoire des informations faisant apparaître directement ou indirectement les origines raciales des personnes fichées. Et c'est d'ailleurs la même chose qui figure dans la Convention du Conseil de l'Europe sur... Et alors là, en revanche, la CNIL a donc été obligée d'interpréter cette catégorie pour savoir ce que c'est que l'origine raciale. Et elle a été très loin d'ailleurs, puisqu'elle a décidé que l'indication de la nationalité pouvait indiquer indirectement l'origine raciale. Effectivement, si vous êtes marocain, vous avez quand même beaucoup plus de chances d'être arabe ou musulman que si vous êtes d'une autre nationalité. Alors, la prohibition des discriminations raciales a pénétré aussi le monde de l'entreprise, avec la loi de 1992, qui interdit toute sanction, tout licenciement, fondée sur l'origine, l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race déterminée. Dans les codes de déontologie des professions de santé également, vous avez des dispositions reprenant exactement la même formulation. Alors, ces dispositions du code pénal ou du code du travail continuent aujourd'hui à faire référence à la race. Elles ont quand même été modifiées à plusieurs reprises et la rédaction actuelle est plus subtile puisqu'elle évoque l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. C'est une rédaction qui est incontestablement meilleure puisqu'elle introduit une distance par rapport à la croyance subjective de celui qui discrimine et qui agit comme si les races existaient. Et puis, dernier élément de cet inventaire, qui n'est d'ailleurs pas exhaustif, comme vous l'imaginez, le crime de génocide est défini dans le code pénal comme le fait, en exécution d'un plan concerté, etc., tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux.
Donc incontestablement, le mot race figure dans le droit français. Et le droit international qui fait partie, j'aurai l'occasion de le redire, du droit français. Alors, question, faut-il supprimer ce mot race dans les textes? Alors on a vu surgir ces derniers temps, je vais les inventorier, une série de propositions de ce genre. Je précise quand même qu'il y a maintenant, 1995, c'est quoi, 20 ans, il y a 20 ans, ou un peu plus, je ne sais plus, c'était en 94 ou 95, s'est tenu un grand colloque de 2 jours à la Sorbonne, auquel participaient des tas de gens, y compris d'ailleurs Madeleine Reberiou, qui avait aussi parlé de cette approche un peu historique, avec des biologistes, avec des sciences sociales de tous les genres, avec des juristes, etc. Et le thème du colloque, c'était « Faut-il supprimer le mot race de la Constitution ?» Déjà, vous voyez que ça fait quand même très longtemps. Et au bout de ce colloque de 2 jours, qui a été publié sans distinction de race, comme ouvrage, eh bien, au bout de 2 jours de débat, il en est résulté, ben non, il ne faut pas supprimer le mot race de la Constitution, alors que ceux qui avaient initié ce colloque, en fait, ils étaient quand même pour qu'on dise oui. Ben, finalement, on a dit. L'idée générale qui en est ressortie, c'était non. Alors, aujourd'hui, vous avez de nouveau des propositions. L'idée, vous la connaissez, c'est que la présence de ce terme dans les textes produirait un effet de légitimation en laissant entendre que les races existent et aurait pour effet d'alimenter le discours raciste. Il y avait une première proposition de loi déposée en 2003 par le groupe communiste et républicain de l'Assemblée nationale. Eux proposaient de supprimer le mot race de la législation. En revanche, prudemment, ils avaient dit pas de la Constitution. Entre nous soit dit, on voit mal comment on pourrait rédiger le préambule. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette formule de Simone Bonafous, qui dit que ce mot race dans le préambule de 46, repris en 58, est en quelque sorte la mémoire discursive d'une histoire tragique, témoin des drames passés. Bon. Alors, les députés socialistes l'année suivante ont fait une proposition de loi constitutionnelle qui, cette fois-ci, au contraire, voulait supprimer le mot race de la Constitution. Notre président François Hollande, pendant la campagne électorale, s'était également engagé à faire voter cette proposition. Et puis, en mai 2013, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi du Front de gauche supprimant le mot race de la législation, notamment du code pénal, etc., etc., etc. Alors, ces propositions ont quand même, enfin, comment dirais-je, un fondement, ne sont pas complètement, comment dirais-je, sont à prendre au sérieux, parce que c'est vrai que les mots ne sont pas neutres. C'est vrai que la présence des mots... D'abord, dans le contexte où le mot race apparaît, il n'y a aucune ambiguïté sur leur visée dénonciatrice. Et puis, on pourrait dire que prohiber les discriminations fondées sur la race, ce n'est pas postuler que les races existent, mais ça prend en compte que le racisme existe. Et il s'agit de disqualifier les propos et les comportements de ceux qui agissent comme si les races existaient et qu'il y avait une hiérarchie entre elles justifiant des discriminations. Cela étant, on peut même aller plus loin, et là-dessus, je suis assez d'accord avec Éric Fassin quand il fait remarquer qu'aujourd'hui, le racisme, depuis maintenant 20 ou 30 ans, ne parle plus vraiment de race, il parle de culture, il parle de religion, il dit que les gens il parle de personnes qui sont, de groupes qui sont inassimilables, mais au fond, il n'y a pas, il me semble, de dimension biologique présente dans ces discours-là. Donc peut-être que là aussi, ça n'est pas vraiment le problème. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne formulerait peut-être plus l'interdit dans les mêmes termes qu'hier, mais seulement en France, car toute une série d'autres pays qui sont engagés tout aussi activement que nous dans la lutte contre le racisme n'ont aucune réticence à utiliser ces termes qui chez nous sentent le soufre. La Grande-Bretagne, par exemple, n'a pas hésité à se doter d'un Race Relations Act qui est fait pour lutter contre les discriminations. Et puis, si on arrivait à éliminer le mot non seulement de la Constitution, mais de tous les textes de droit interne qu'on a cités plus haut, il resterait dans les textes internationaux et européens auxquels la France est partie et qui la lient
tout autant. Dans l'article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union, il est dit que l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique. La Charte européenne des droits fondamentaux, elle aussi, interdit toute discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, les origines ethniques. Et puis vous avez cette directive de 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, qu'en abrégé, on dénomme la directive race. Voilà. Et cela étant, c'est vrai que dans les considérants placés en tête de la directive, ces auteurs ont pris soin d'indiquer que l'Union européenne rejette toutes les théories tendant à déterminer l'existence de races humaines distinctes. L'emploi du mot race dans la présente directive n'implique nullement l'acceptation de telles théories. Donc effectivement, on a quand même pris cette précaution. Une autre, avant de conclure, je voudrais juste rappeler quelque chose qui ne m'a d'ailleurs, que ne m'est pas paru que très tardivement, quand j'ai relu la proposition de loi de la toute dernière loi. Il propose de remplacer la discrimination fondée sur l'origine, etc., par la discrimination fondée sur, ou je ne sais pas motivée, par des raisons racistes. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce qu'aujourd'hui, la lutte contre les discriminations, elle ne se contente pas de lutter contre les discriminations qu'on appelle directes, c'est-à-dire celles qui résultent d'une volonté perverse de celui qui discrimine. Au contraire, toute la lutte contre les discriminations aujourd'hui consiste à traquer les discriminations indirectes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas directement fondées, par exemple, sur la race, l'origine ou tout ce que vous voulez, mais qui indirectement vont avoir un impact sur ceci. Donc, je pense que inscrire dans un texte que sont prohibées les discriminations motivées engendrées par des motifs racistes nous semble tout à fait contre-productif. Et donc, à mon avis, ce n'est pas la bonne voie que d'essayer de supprimer le mot race des textes. Est-ce qu'on n'en revient pas à essayer de gérer une sorte de politiquement correct qui donne l'illusion qu'on agit et dont il est illusoire de penser qu'il pourra contribuer à éradiquer le racisme. Mais cela étant, ça peut être un point de notre discussion.